Au titre de l'actualité aujourd'hui, le président Robert Mugabe en visite de travail en Algérie à partir de mardi. Alger accueille une réunion du Forum mondial de lutte antiterroriste prévue mardi et mercredi. Une enveloppe de 100 milliards de dinars a été mobilisée pour le financement des plans communaux de développement. Tunisie, mort d'un soldat tunisien près des frontières algéro-tunisiennes. Le président Abdrabbo Mansour Hadi déclare Aden capitale provisoire. Le président de la République du Zimbabwe, Robert Mugabe, effectuera à partir de mardi une visite d'État de 3 jours en Algérie à l'invitation du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le président du Zimbabwe et président en exercice de l'Union africaine, Robert Mugabe, offrira l'occasion aux deux parties d'identifier les voies et moyens de densifier et de dynamiser la coopération et les échanges dans tous les domaines entre les deux pays, unis par des relations exemplaires de fraternité et de solidarité depuis l'indépendance du Zimbabwe en 1980, précise la même source. Les entretiens qui se dérouleront entre les deux présidents permettront également aux deux parties de se pencher sur plusieurs questions internationales d'intérêt commun, notamment celles liées à la paix, à la sécurité, à la coopération et à l'intégration en Afrique, ajoute la même source. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reçu lundi à Alger le Premier ministre Abdelmalek Sellel qui lui a rendu une visite de courtoisie. L'audience s'est déroulée à la résidence d'État de Zeralda en présence du ministre des Affaires étrangères Ramdan Lamamra et du ministre de l'Industrie et des Mines Abdeslam Bouchouareb. Le chef d'État malien est arrivé dimanche à Alger dans le cadre d'une visite d'État de 3 jours à l'invitation du président de la République Abdelaziz Bouteflika. L'Algérie coprésidera avec le Canada la 3e session du groupe de travail dédié au Sahel relevant du Forum mondial de la lutte antiterroriste prévu mardi et mercredi à Alger, a révélé lundi le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel. La réunion de demain portera notamment sur l'évaluation de la situation sécuritaire dans le Sahel et sur l'examen des pistes de collaboration dans le cadre de ce forum, a précisé M. Messahel dans une déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec le coprésident du groupe de travail chargé du Sahel, M. David Rack. La 3e session du comité ad hoc est extrêmement importante, eu égard au contexte actuel dans lequel elle se tiendra après la signature de l'accord d'Alger sur la paix et la réconciliation au Mali, ainsi qu'au regard de la situation prévalente en Libye, avec ses conséquences sur les pays du voisinage, a ajouté le ministre. D'autres questions importantes seront par ailleurs abordées lors de cette rencontre, a également fait savoir M. Messahel, citant particulièrement celle inhérente à la lutte contre le financement du terrorisme et l'assèchement de ses sources de financement. Ces aspects sont devenus des actions diplomatiques menées par l'Organisation des Nations Unies et au niveau international. L'Algérie est un acteur actif dans le Forum mondial antiterroriste et on est l'un de ses initiateurs, a noté le ministre, soulignant son rôle s'agissant de l'approche à adopter pour soutenir les pays confrontés au phénomène du terrorisme, notamment sahélien, à travers la formation, le soutien logistique, l'échange d'informations. L'Algérie a une connaissance en profondeur de la région et nous sommes là pour obtenir des conseils auprès d'elle, a déclaré de son côté M. Drac. Le groupe de contact algéro-italien de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme a tenu hier une réunion à Alger sous la coprésidence de Abdelkader Messahel et du vice-ministre des Affaires étrangères italien et de la coopération internationale, Lapo Pistelli. L'amitié algéro-italienne et leur coopération dans la lutte antiterroriste est plus forte que la menace terroriste, a souligné M. Pistelli. Évoquant le trafic d'armes qui prolifère en Libye et certains pays voisins, l'intervenant considère que toute la région du Sahel est menacée par les trafics d'armes et de drogue. Il a par ailleurs qualifié les relations algéro-italiennes de solides, observant que les deux pays sont des alliés et frères. De son côté, M. Messahel a souligné la nécessité d'aller rapidement vers une stabilisation de la Libye, relevant l'importance de la stabilité dans ces pays voisins pour la stabilité des pays du voisinage dont l'Algérie et l'Italie. Le comité de haut niveau s'est fixé pour objectif de plancher sur l'évaluation des risques du terrorisme et ses répercussions au niveau international. Ce comité abordera la situation en Libye marquée par une recrudescence de la violence. Cela coïncide également avec la reprise du dialogue entre les parlements rivaux que l'Italie a conjointement salué avec d'autres puissances européennes et les États-Unis, tout autant qu'ils se sont félicités de la réunion des partis et des personnalités politiques libyennes tenues en Algérie les 10 et 11 mars courants. Aussi, l'Algérie et l'Italie, qui partagent la même vision basée sur le dialogue comme solution à la crise, ne manqueront pas à cette occasion de passer en revue les moyens de renforcer cette option et réaffirmer leur plein appui aux efforts de l'émissaire des Nations Unies, Bernardino León. Une réunion de la commission mixte algéro-italienne est prévue avant le prochain Ramadan. Annoncé dimanche à Alger, le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel.
La grande commission mixte algéro-italienne se réunira avant le mois de Ramadan et nous allons nous atteler à sa préparation, a déclaré le ministre lors d'un point de presse au sortir de la réunion du groupe de contact algéro-italien de haut niveau sur la lutte antiterroriste. Une réunion s'est tenue dimanche entre les représentants du ministère de l'Éducation nationale et les syndicats agréés auprès du secteur de l'éducation dans le cadre de la continuité des négociations. Un communiqué du ministère de l'Éducation nationale a indiqué conformément au précédent PV et suite aux résultats obtenus avec la Direction générale de la fonction publique, une réunion s'est tenue dimanche entre les représentants du ministère de l'Éducation nationale et les syndicats FNTE, UNPEF, SATEF, SNAPAP, SNTE, CELA, SNAPEP et SNC Copen, dans le cadre de la continuité des négociations par rapport aux points relatifs à la promotion au grade de professeur principal et professeur formateur, la prise en charge des grades en voie d'extinction, cas des enseignants ayant fait l'objet de promotion entre les intégrations de 2008 et 2012. Le ministère de l'Éducation nationale tient à souligner que l'ensemble des syndicats a exprimé sa satisfaction, eu égard aux décisions prises. L'examen du baccalauréat de l'année scolaire 2014-2015 aura lieu à la date fixée, a indiqué la ministre de l'Éducation nationale Nouria Benrabrit, qui rassure quant aux conditions de préparation de cette épreuve ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour le rattrapage des cours dus à la grève. S'agissant de la limitation des cours pour les examens, la ministre a plaidé pour une rupture avec cette habitude et avec cet état d'esprit, rassurant dans ce sens que l'évaluation se fera sur la base de ce qui a été fait réellement. Pour ce qui est du rattrapage des cours, la ministre se félicite de voir la situation se normaliser avec la reprise des cours des enseignants grévistes. Évoquant les moyens mobilisés pour le rattrapage, la ministre a indiqué que les retraités qui ont accumulé des années d'expérience importantes sont à nouveau sollicités pour aider le système à avancer. Ils vont nous aider à transmettre leur expérience, ajoutant que le secteur de l'éducation est dans l'obligation d'assurer cette formation continue. Revenant sur la distribution des CD-ROM dans la quête de rattrapage des cours, la ministre a déclaré que l'idée était d'innover, expliquant que le CD qui a été distribué gratuitement aux élèves est un support supplémentaire, soutenant que le CD ne peut remplacer un enseignant. Enfin, Mme Benrabit a plaidé pour une réflexion plus profonde, dans le sens où il s'agit de perturbations structurelles. Une enveloppe de 100 milliards de dinars a été mobilisée pour le financement des plans communaux de développement dans l'ensemble des collectivités territoriales du pays, a indiqué lundi à Sétif le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, Ahmed Adli. Ces moyens sont destinés, selon le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, Ahmed Adli, qui s'exprimait au cours d'une visite de travail à Sétif, à la poursuite de l'effort de développement local visant à améliorer le cadre et les conditions de vie du citoyen. M. Adli a, à cette occasion, souligné l'importance de la récente restructuration du Fonds commun des collectivités locales afin d'en améliorer l'efficacité et d'assurer l'équilibre entre les communes en fonction des priorités déterminées au niveau local avec la contribution de la société civile dans le cadre de la démocratie participative. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des collectivités avait auparavant présidé au siège de la wilaya de Sétif l'ouverture d'une session de formation regroupant l'ensemble des présidents des assemblées populaires de wilaya du pays. Le porte-parole de l'armée tunisienne a déclaré lundi à Reuters que l'explosion d'une mine antipersonnelle, probablement semée par des terroristes à El Kef, a tué un soldat de nationalité tunisienne près de la frontière algérienne. Le porte-parole Belhassan El-Ouslati n'écarte pas l'idée que cette mine qui a fait 1 mort et 2 blessés dans les rangs de l'armée tunisienne ait été semée par des terroristes à El Kef, ville frontalière avec l'Algérie. Tout en rappelant que la semaine passée, 2 terroristes qui ont investi le musée du Bardo et tué 20 touristes sont morts et le 3e demeure en fuite et activement recherché par les forces de sécurité tunisiennes. Le président Kais Saied a appelé dans son discours prononcé le 20 mars à l'occasion de la fête de l'indépendance à consolider l'unité nationale et travailler main dans la main pour mettre de côté les divergences et tiraillements pour le seul intérêt de la Tunisie. 250 enfants soldats ont été libérés par un groupe rebelle du Soudan du Sud et 400 autres devaient l'être prochainement, a annoncé dimanche le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Le Soudan du Sud est ravagé depuis le 15 décembre par des combats alimentés par une rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, limogé en juillet. Des milliers de personnes sont mortes, 1 demi-million de civils ont dû fuir les violences et l'ONU a fait état de nombreuses atrocités, dont les crimes de guerre imputables aux 2 camps. Vendredi,
L'UNICEF avait accusé rebelles et gouvernements d'avoir intensifié l'enrôlement forcé d'enfants soldats, raflés par centaines durant le seul mois de février. Quelques 12 000 enfants, principalement des garçons, ont été enrôlés en 2014 au Soudan du Sud selon l'agence onusienne. Les enfants libérés étaient enrôlés, selon la source, par un groupe de rebelles, l'armée démocratique du Soudan du Sud, faction Cobra, de l'est du pays dirigée par David Yoyo, avec lequel l'UNICEF avait conclu un accord fin janvier pour libérer 3 000 enfants, soldats, au total, une des plus importantes opérations de démobilisation d'enfants jamais menées. Leur libération porte à plus de 1300 le nombre d'enfants démobilisés depuis le 26 janvier, a indiqué le Fonds des Nations Unies pour l'enfance dans un communiqué. Le Sénégal attend le verdict lundi contre Karim Wade, fils de l'ex-président Abdoulaye Wade et candidat de l'opposition à la prochaine élection présidentielle pour corruption et enrichissement illicite. Karim Wade, 46 ans, en détention préventive depuis avril 2013, est le principal prévenu dans ce procès qui s'est ouvert le 31 juillet 2014, où il comparait avec une dizaine de complices présumés pour enrichissement illicite et corruption. Il est accusé d'avoir illégalement acquis 178 millions d'euros par le biais de montages financiers complexes du temps où il était conseiller puis ministre de son père, ce qu'il nie. Le parquet a requis le 17 février contre Karim Wade 7 ans de prison ferme, plus 380 millions d'euros d'amende, une privation de droits civiques et une confiscation de ses biens. Le verdict de la Cour n'est pas susceptible d'appel, une disposition critiquée par ses partisans et les organisations de défense des droits de l'homme. Ces partisans présentent le procès comme politique. Ils visent à empêcher Karim Wade de se présenter face au président actuel, Macky Sall. Cette déclaration est renforcée par sa désignation samedi comme candidat du Parti démocratique sénégalais, ex-parti au pouvoir, à la prochaine présidentielle. Ce procès tient le Sénégal en haleine depuis près de 8 mois, jalonné d'une longue bataille de procédures et de coups de théâtre. L'ancien chef de l'État, Abdoulaye Wade, a décidé de s'exprimer à l'issue du procès et a appelé au calme ses partisans. Le président yéménite Abdelrabou Mansour Hadi a annoncé qu'Aden, la deuxième plus grande ville du pays, est désormais capitale provisoire du Yémen. Cette annonce a été faite par l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Jamel Ben Omar, alors qu'il s'adressait au Conseil de sécurité de l'ONU dimanche, lors d'une réunion d'urgence du Conseil à la demande du président yéménite. Le président yéménite Abdelrabou Mansour Hadi a annoncé qu'Aden, la deuxième plus grande ville du pays, est désormais capitale provisoire du Yémen. Le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu dimanche une réunion d'urgence sur le Yémen, où la situation ne cesse de se dégrader avec la recrudescence des violences, notamment à Sanaa, contrôlée par les rebelles Houthis qui avancent vers le sud du pays. Dans une déclaration unanime publiée dimanche, le Conseil de sécurité confirme son soutien au président Mansour Hadi en lutte contre les miliciens chiites Houthis et appelle tous les acteurs de cette crise à s'abstenir de toute action qui nuirait à cette légitimité et à l'unité du Yémen. Selon M. Ben Omar, le pays s'achemine vers une guerre civile et risque la dislocation. Le sénateur républicain du Texas et figure de l'ultraconservatisme, Ted Cruz, a officialisé tôt ce lundi sa candidature pour la présidentielle américaine de 2016. Ce conservateur, âgé de 44 ans, est le premier candidat républicain à se lancer dans la course à l'investiture pour 2016. Il appelle les jeunes conservateurs à le soutenir pour redonner à l'Amérique sa grandeur. C'est l'heure des vérités, l'heure de relever le défi, comme les Américains l'ont toujours fait, a-t-il ajouté. Ted Cruz est partisan d'une politique ultra-conservatrice et anti-impôt. Il s'acharne à faire échouer une réforme du système d'immigration et une tentative de resserrement des lois sur les armes à feu. C'est un détracteur du gouvernement Obama et des démocrates. Il a récemment déclaré que l'ancien secrétaire d'État Hillary Clinton incarne la corruption de Washington. Il est également un fervent opposant à la loi sur l'immigration voulue par le président Obama, qu'il qualifie d'amnistie illégale. Défenseur inconditionnel d'Israël, il est aussi contre l'accord nucléaire avec l'Iran. Barack Obama accueille cette semaine son homologue afghan Ashraf Ghani avec la volonté affichée de partir sur de nouvelles bases, malgré la persistance de nombreux dossiers épineux. La Maison-Blanche reconnaît un changement d'état d'esprit après l'investiture de Ashraf Ghani par rapport à son prédécesseur Hamid Karzai. La relation est clairement meilleure. Il y a plus de coopération, note Jeff Eggers, conseiller de M. Obama pour l'Afghanistan et le Pakistan. Et le président afghan a souligné les intérêts communs entre les deux pays et rendu hommage au rôle joué par les militaires américains sur le terrain pendant 13 ans.
Des actions qui vont dans le sens d'une stabilisation politique ont été entreprises. M. Rouhani a publié samedi soir une nouvelle liste de 16 noms pour compléter son gouvernement. Cependant, le portefeuille de la défense n'a toujours pas été attribué. Des contacts diplomatiques ont été initiés dans la région pour créer les conditions pour des discussions avec les talibans. Les relations avec le Pakistan, partenaire clé dans ce processus, se sont considérablement renforcées. Outre les entretiens sur la sécurité, M. Rouhani s'exprimera devant le Congrès américain et aura des rencontres aux Nations Unies. Le volet économique sera aussi important. Cependant, le déblocage de nouveaux fonds ne sera pas annoncé. Nombre de responsables afghans sont pour un maintien des soldats américains au-delà de la date de retrait prévue pour fin 2016. Du côté américain, on parle d'une flexibilité sur le rythme de retrait dans les mois à venir. Les talibans afghans maintiennent leurs conditions à la paix, c'est-à-dire le retrait total des soldats étrangers. Daesh est quant à elle maintenant partie prenante du conflit. Il y a même crainte qu'elle avale ses concurrents. Une liste de 100 militaires américains à abattre a été divulguée sur Internet et le commandement militaire américain a appelé ses personnels à la vigilance. Selon le Centre américain de surveillance des sites islamistes, le groupe à l'origine de cette opération se présente comme la division des hackers de Daesh. Il n'aurait jamais fait parler de lui auparavant. La vigilance et la protection de la force restent une priorité pour les commandants et leur personnel, a déclaré le lieutenant-colonel John Wadwell du Corps des Marines. Le groupe affirme avoir piraté les informations sur des serveurs, bases de données et e-mails du gouvernement et appelle les partisans de Daesh à organiser des attaques. Une information réfutée par Washington. Pour les Américains, il s'agit juste d'un moyen sensationnaliste face aux défaites de Daesh sur le champ de bataille. Les Palestiniens croupissant dans les prisons israéliennes sont exposés à une augmentation drastique des risques de cancer à cause du haut niveau de radiation dans les centres de détention, ont averti des associations de défense des droits de l'homme. Au moins une quinzaine de prisonniers palestiniens ont déjà été diagnostiqués comme ayant un cancer et sont en danger de mourir selon une déclaration ce dimanche de l'Association des prisonniers et ex-prisonniers palestiniens Hussein. Des chiffres récents montrent qu'également environ 1500 prisonniers palestiniens actuellement détenus souffrent de différents types de maladies à cause des conditions déplorables des prisons. Les autorités carcérales israéliennes continuent à contribuer à plus de hauts risques de cancer dans les prisons en mettant en place des brouilleurs de signaux téléphoniques et satellitaires près des cellules des prisonniers. Des prisonniers sont aussi détenus dans des prisons proches du réacteur nucléaire de Dimona, ainsi que dans des cellules placées dans des sites de décharge de produits radioactifs dans le désert du Negev. Enfin, les détenus sont fréquemment exposés aux radiations en étant forcés de marcher au travers d'appareils de sécurité lors d'examens de recherche corporelle. Les militants de défense des droits de l'homme ont dénoncé à maintes reprises la détention administrative, qui est selon eux une forme d'emprisonnement sans preuve, sans inculpation et sans procès, ou accusation avérée, qui permet à Israël d'incarcérer des Palestiniens jusqu'à 6 mois. Lundi, l'association Hissem a indiqué que presque 300 civils palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation israéliennes et emprisonnés dans des conditions déplorables uniquement au courant du mois de février. Le premier chef du gouvernement de Singapour, Lee Kuan Yew, principal artisan de la transformation de la cité-État en l'une des économies les plus florissantes d'Asie, en l'espace de 3 décennies, est décédé lundi à l'âge de 91 ans. M. Lee est mort sans souffrance à l'hôpital général de Singapour. Aujourd'hui, à 3h18, a annoncé son fils qui est également Premier ministre. Lee Kuan Yew était hospitalisé depuis le 5 février pour une pneumonie aiguë. La semaine dernière, le gouvernement avait annoncé que son état s'était encore détérioré en raison d'une infection. Premier chef du gouvernement de Singapour en 1959, année où la cité-État s'est affranchie de la tutelle britannique. Lee Kuan Yew a connu une longévité exceptionnelle à ce poste, qu'il a occupé jusqu'en 1990. Au cours de son règne, Singapour a connu un spectaculaire développement économique pour devenir l'un des tigres asiatiques. Mais des défenseurs des droits de l'homme ont critiqué cet avocat de formation pour avoir géré le pays d'une main de fer.
Un règne pendant lequel des opposants politiques ont été emprisonnés ou privés de moyens financiers en raison de coûteux procès en diffamation. Lee Kuan Yew est resté une personnalité politique très influente à Singapour et en Asie. Le Parti d'Action Populaire qu'il avait cofondé a été reconduit au pouvoir à chaque élection depuis 1959 et détient actuellement 80 des 87 sièges au Parlement. Après leur efficacité contre la dépression, l'insomnie ou encore l'épilepsie, les oméga-3 seraient également utiles pour lutter contre le cancer de la prostate, selon une récente étude américaine. Une nouvelle étude américaine, publiée dans la revue scientifique Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, apporte aujourd'hui une nouvelle utilité aux oméga-3. Selon les chercheurs de l'Université de Washington, ils seraient également utiles pour prévenir le cancer de la prostate. Ainsi, les acides gras présents dans l'huile de colza, de soja, de noix, mais aussi dans le saumon, le hareng, le maquereau, les escargots, la mâche ou encore le surimi, stimuleraient un récepteur présent au niveau de la prostate dont le rôle est d'éviter la prolifération de cellules cancéreuses. Ces travaux ouvrent la voie vers de nouveaux médicaments destinés à lutter contre le cancer de la prostate, explique Catherine Meyer, professeure de pharmacologie à l'Université de Washington. Nous ne pouvons que conseiller aux hommes de consommer davantage d'oméga-3 sous forme alimentaire ou même sous forme de compléments alimentaires. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numidia News.